Hey, bonjour tout le monde et bienvenue. Nous sommes le 15 avril et c'est l'heure d'Intention pédago numérique. Bienvenue à Intention numérique. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition du 15 avril d'Intention pédago numérique. Mon Dieu, je cherche mes mots aujourd'hui, c'est l'émotion, parce qu'on parle aujourd'hui du temps d'écran et on avait vraiment hâte de vous présenter cet épisode-là parce qu'on a eu plein de choses qui sont sorties dans les médias, plein de choses qui se sont dites à l'Assemblée nationale dans les dernières semaines et on s'est dit que ça valait la peine d'en parler et d'essayer d'avoir une position ou du moins des échanges qui sont beaucoup plus nuancés sur le sujet. Avant d'inviter mes invités, mes panélistes ce soir, je vous rappelle que la présentation d'Intention pédago numérique en live comme ça aujourd'hui sur Facebook, LinkedIn ainsi que X est présentée par l'ACOPS, l'Association québécoise des utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales. Je vais reprendre mon respire. Et on vous rappelle aussi que c'est le temps en ce moment de voter pour vos coups de cœur de la COPS 2024. Il y a à gagner une participation gratuite pour votre colloque de 2025. Donc, c'est le temps d'y aller. Si vous avez participé à la COPS, s'il y a eu des ateliers qui ont été des coups de cœur ou encore des ateliers pour lesquels vous n'avez pas pu vous inscrire et que vous voudriez voir en atelier coup de cœur présenté en virtuel, c'est le temps d'aller voter. Avant toute autre chose, je tiens à vous mentionner que bien que nous soyons présentés, propulsés par la COPS, les propos tenus dans ce balado ne reflètent en rien une position officielle de la COPS. Nous sommes libres de nos expressions et c'est bien comme ça. Ce soir, en vedette avec moi, mes panélistes habituels que j'adore et on commence par ma chère Marie-Hélène Demers. Marie-Hélène, bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir tout le monde. Hey, c'est le fun de se revoir, c'est notre premier balado, comme disait Mira, depuis notre retour de la COPS. Donc, c'est génial. Yes. Mira Auvergnat. Salut tout le monde! Bonsoir! Comment allez-vous? Yes. À part ça, Mira, ça va bien, toi? Ça va super, super bien. Je suis bien excitée encore aussi. J'ai hâte de voir ce que le monde va en dire. C'est un sujet chaud ces temps-ci. Mais nous autres, on est bons ça, pour trouver ça des sujets chauds puis vous en parler. Donc, puis c'est ça. J'ai hâte. Ça va être très inspirant. On a une superbe invitée en plus grâce au contact infini de Sylvain Duclos. Ah, les contacts, tu sais, quand on se ouvre la grande trappe sur les réseaux sociaux, on rencontre plein de gens. Et Mathieu Mercier! Salut Sylvain, salut Mira, salut Marie-Hélène. Je suis très content d'être avec vous ce soir pour ce sujet ô combien polarisant. Oui, polarisant, c'est le bon mot. Et ce soir, on a le plaisir d'avoir avec nous Madame Nelly Brière. Bonsoir Nelly. Bonsoir. Nelly, quand on a décidé d'avoir cette rencontre-là ce soir, ce balado, le premier nom qui m'a popé l'esprit, c'était ton nom. Donc, on est vraiment content de t'avoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Nelly Brière, s'il te plaît? Bien, je travaille dans le domaine du numérique depuis maintenant 15 ans, ce qui est un siècle, des siècles dans le monde du numérique, comme vous vous en doutez. Et je m'intéresse particulièrement à ce que font les jeunes, les adolescents et au milieu de l'éducation. D'ailleurs, j'ai participé au fameux cours Culture et citoyenneté québécoise, mais en fait pour le manuel scolaire. Fait que tous les enseignants qui écoutent présentement et qui enseignent primaire, secondaire vont me voir passer dans ce fameux cours-là pour la portion numérique, évidemment. Là, je ne viens pas donner mon avis sur les sujets que je ne maîtrise pas. Donc, c'est vraiment ça. J'ai, dans mon autre vie, travaillé en petite enfance et un peu en éducation. Alors, c'est ce qui génère peut-être mon attachement à tout ce pan, dans le fond, de la société. Puis voilà, je pense que ça fait le tour. Tu es quand même appelé aussi à venir prendre position sur des enjeux qui traitent du numérique de façon régulière dans les médias aussi? Oui, en fait, j'ai eu des chroniques techno. Je suis souvent sollicitée par les médias d'information de toutes parts là, pour parler de ce qui se passe dans l'actualité
Même des fois, je prends position. Là. Dernièrement, j'ai dû répondre à l'intervention de Paul Saint-Pierre Plamondon là, qui voulait faire interdire les écrans. Alors, je lui ai donné un peu mon avis là-dessus. Donc, alors, bon, je prends parfois moi-même volontairement la parole sur ces enjeux-là pour un peu rétablir, parce que pour moi, c'est bien important de réfléchir avec des sources, en s'appuyant sur la science, puis pas seulement sur notre 2-3 anecdotes de vécu. Et la littératie est un peu au cœur de la littératie numérique est au cœur de ma pratique parce que j'ai d'ailleurs en tout cas, je pense que c'est un enjeu au Québec pour tout le monde, là, pas juste les ados, adultes, personnes âgées, enfants. Tout le monde aurait besoin davantage de ressources en littératie numérique. J'ai aussi déposé un mémoire à l'Assemblée nationale sur les enjeux du numérique, là, mais c'était plus spécifique. Là, c'était une commission sur les enjeux d'exploitation sexuelle des mineurs, mais quand même, c'était dans cette talle-là où je parlais du manque de financement de contenu sur les plateformes numériques consommées par les adolescents, en disant que c'est peut-être pour ça qu'ils s'en vont en France ou je ne sais pas où. Consommer des YouTubers d'ailleurs parce qu'il en manque un petit peu, puis il en manque un petit peu parce qu'il n'y a pas assez de financement, puis que ça donnait des ouvertures donc à parfois des contenus qui font la promotion de toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement saines, disons. Yes. Donc, quand je vous disais que Nelly était la personne à avoir avec nous ce soir, on est vraiment content de t'avoir, Nelly. Avant qu'on passe dans le vif du sujet, on a comme 4 sujets à vous présenter. C'est encore notre petit moment pub, mais celui-là, on y tient vraiment particulièrement. Vous savez que le balado Intention Pédago numérique fait maintenant partie d'un regroupement qu'on appelle Balado Pédago. Je tiens à vous présenter qui sont les podcasts, donc les balados qui font partie de la grande famille Balado Pédago en ce moment. C'est-à-dire, il y a Intention Pédago numérique, il y a le Cancre Pédagogue, notre ami Frédéric Jean. Tout le monde est un leader avec Marius Bourgeois. Inspire Leadership avec Joël McLean. La Geek de service avec Alexandra Coutelet. La Pédagogique du cœur avec Marc Proux. Et Mon DP continue de Maxime Pelchat de Cadre 21. Donc, une belle famille qui va s'agrandir bientôt. Je vous le dis en primeur. Donc, dans les prochains jours, prochaines semaines, on va ouvrir les vannes pour que vous puissiez vous inscrire si vous avez votre propre balado qui traite d'éducation. Ce sera le temps de nous envoyer votre demande pour joindre la grande famille Balado Pédago. On a hâte de vous voir. Donc, aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous avons 4 thèmes qu'on aimerait ça traiter en 1 heure, puis ça ne marchera pas, bien entendu, comme d'habitude. On vous invite, bien entendu, à nous laisser vos commentaires dans le clavardage. Si vous êtes sur Facebook, si vous nous écoutez sur X, passez à Facebook. Là. Venez nous rejoindre sur Facebook, là, puis laissez-nous vos commentaires. Là. On voulait juste vous accrocher sur X, mais venez-vous-en sur Facebook, pour une fois. Donc, nos 4 sujets. Le temps d'écran, est-ce un enjeu légitime? Je vous laisse préparer vos lignes là-dessus. Réseaux sociaux et écrans récréatifs. Utilisation pédagogique du numérique. Et développement de la compétence numérique, est-ce une responsabilité de l'école? Donc, voici nos 4 thèmes pour ce soir. C'est comme le débat des chefs, mais pas de chef. Et on commence avec le temps d'écran. Est-ce un enjeu légitime? Puis c'est ce qui a mis le feu aux poudres, je vous dirais, là, dans les derniers jours, dernières semaines. Il faut bannir les écrans, c'est dangereux, la Suède se débarrasse des écrans, blablabla. OK, on l'a tout entendu. On va essayer d'avoir quelque chose sur le sens du monde par rapport à ça. J'aurais envie de faire un rapide tour de table, juste pour qu'on se situe dans le débat. J'ai l'impression qu'on va tous être du même bord, mais on va quand même être assez posé. Je commencerai avec Nelly. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, pour être rapide, là, parce que là, je comprends qu'on commence par un petit tour rapide, n'est-ce pas? Bien sûr que je trouve que ça n'a pas de sens de diviser les choses en écran ou pas d'écran, parce que tout dépend de qu'est-ce qu'on fait avec des écrans. Donc, c'est pas la longueur qui compte, c'est ce qu'on fait avec... Oh, ça, c'est le genre d'extrait que je vais passer hors contexte sur TikTok. Marie-Hélène. Marie-Hélène a de la misère avec son micro. Eh boy, j'ai de la misère avec mon cerveau ce soir. Bon, est-ce que c'est un enjeu? Bien, je pense que c'est un enjeu quand la société en fait un enjeu, mais je vous dirais que pour moi, je vais me répéter, je l'ai souvent dit dans d'autres balados, c'est un changement, c'est une nouveauté. Tout ce qui est nouveau fait peur. J'avais dans ma tête l'exemple du micro-ondes à l'époque où les micro-ondes sont rentrés dans nos maisons. Je me souviens de ma grand-mère qui stressait avec ça, puis tu sais, on va t'attraper le cancer, blablabla.
il y a eu, bon, toutes sortes de réactions. Mira qui m'avait sorti un commentaire. Est-ce que, Mira, tu me permets de partager... Peux-tu la lire avec ta voix de Wikipédia? Parce que je cherchais quelque chose justement pour comparer cette espèce de nouveauté-là qui fait souvent peur. Puis comme vous savez, en éducation, la lecture, c'est comme... On touche pas à ça, là. La lecture, tout le monde sait, puis tout le monde n'est pas d'accord que c'est important. Puis en cherchant un petit peu, puis en fouillant, en me disant, voyons, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, dans l'histoire du monde, il y a quelque chose, un moment, il y a quelqu'un, un moment donné, qui s'est dit que la lecture, finalement, c'était peut-être pas bon, c'était dangereux. Bien, j'ai trouvé. Alors, attention, dans l'Europe du 18e siècle, face à l'inconnu... attends un petit peu. Dans l'Europe du 18e siècle, je suis trop nervée. La pratique, alors nouvelle de la lecture, seule au lit, c'est mon passage préféré, a été, pendant un temps, considérée comme dangereuse et immorale. Ça me fait tout le temps bien rire. Fait que je pense que quand on se compare, des fois, on se console un peu. Moi, ce que j'aurais à dire par-dessus ce que Marie-Hélène a déjà dit, c'est que c'est pas une nouveauté. Je veux dire, ça fait 15 ans que je suis en enseignement. Ça fait 15 ans que j'en gère des écrans, puis que je gère des enfants qui ont besoin d'apprendre à gérer des écrans, que je gère des familles qui ont besoin d'apprendre à gérer leurs enfants qui gèrent leurs écrans. Fait que, tu sais, c'est juste que le gouvernement, des fois, il est un petit peu long à venir dans ces sujets-là, puis il faut comme leur rappeler qu'il y a du monde sur le terrain qui savent un peu de quoi ils parlent aussi. Fait que je suis bien contente qu'on fasse ça ce soir. Apprendre à vivre avec, c'est quelque chose qui fait partie de nos vies. Il faut juste apprendre à le vivre de façon équilibrée et responsable. Mathieu. Moi, je vais être dur, mais je trouve que le débat actuel dans les médias est complètement inintéressant. Inintéressant pour une raison évidente. Les arguments qui sont proposés, la méconnaissance du système d'éducation, la méconnaissance de ce qui se fait dans une salle de classe, c'est aberrant. On est à une époque où, bon, on veut choquer, on veut polariser, tout est noir ou tout est blanc, mais c'est absolument pas le cas. Il y a énormément de nuances à apporter. Puis, un exemple de ça, c'est justement sur les réseaux sociaux. On pense aux 280 caractères de X, on pense aux 140 caractères de TikTok, et donc, il faut rapidement mettre notre opinion sur la table sans aucune nuance, sans encadrement. Donc, c'est problématique, puis il faut aller plus loin dans le débat, parce qu'on nous parle du temps d'écran, mais qu'en est-il de l'exposition à la lumière bleue? Qu'en est-il justement de l'utilisation qui est faite de ces appareils numériques? Est-ce qu'il y a une distinction en fonction des appareils numériques? Qu'est-ce qu'un écran? Est-ce qu'on parle d'un écran d'ordinateur, de cellulaire, de tablette, etc.? Donc, il y a énormément de nuances à faire et c'est pas fait. La part des choses n'est absolument pas fait et on parle en termes absolus, temps d'écran. Ça veut rien dire, si vous me permettez l'expression. Donc, peut-être que je vais choquer, peut-être qu'on va être d'accord avec moi, mais bref, je trouve que le gros bon sens n'est absolument pas respecté dans tout ce débat. Puis je vous relance la question, la gang. Est-ce que, ben là, on parle de temps d'écran. Pourquoi justement est-ce qu'on parle de temps d'écran et on ne parle pas de ce qu'on fait avec les écrans, comme nous disait Nelly tout à l'heure? Fait que je te relance la balle, Nelly. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ce qu'on fait avec les écrans? Pourquoi est-ce qu'on parle juste du temps d'écran? Bien, en fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, ce qui fonctionne bien dans l'espace public, c'est quand on simplifie beaucoup les choses. Hein. La nuance n'a pas tellement bonne presse, puis c'est pas tellement aidant, surtout en politique, là, je dirais. Alors, ces nuances-là de qu'est-ce qu'on fait avec des écrans, peut-être que ça rajoute une charge mentale. Parce que si on gère des jeunes, par exemple, qu'on veut les accompagner dans leur relation avec les écrans, il faut se demander qu'est-ce qu'ils font, puis qu'est-ce qui se passe dans ces dits écrans. Puis ça, ben, c'est une charge. C'est une charge de justement prendre le temps de s'intéresser de discuter, de développer le lien de confiance, mais aussi de maîtriser qu'est-ce qu'on voit dans ces écrans-là. Fait que c'est lourd à porter, puis c'est encore plus lourd à porter dans une société où tu n'as pas d'outils qui te sont offerts jamais pour comprendre ces affaires-là, puis ça va à vitesse grand V. Tu sais, je me mets à la place des parents, là, c'est sûr que c'est bad-trippant. Tu sais, ça va vite, tu as beaucoup de charges, on passe beaucoup de temps au travail, on n'a pas tout le temps de l'espace pour pouvoir gérer cette portion-là. Puis cette portion-là, c'est une surcharge parce que c'est pas juste le temps passé avec l'enfant, comme je le disais, mais c'est aussi de découvrir qu'est-ce qui se passe, puis de trouver des outils pour intervenir. Parce que moi, constamment, je suis en contact avec des parents qui sont démunis, des enseignants qui sont démunis, parce que c'est où les ressources, où est-ce que je peux m'informer. Puis qui plus est, comme il y a un appel d'air, comme il y a un intérêt pour faire ça, ben, tu as plein d'impostures qui se créent par rapport à ça, plein de livres qui se vendent, puis la peur.
Puis la confirmation que c'est le démon, que c'est pas bon, qu'il faut juste l'enlever, que c'est de la faute des écrans si tout va mal, des fois, c'est confortable. Parce que tu dis, hey, j'ai pu à gérer ça. C'est juste TikTok puis Mark Zuckerberg qui sont des pas fins, puis si on les enlève, j'ai plus de problème. Alors, c'est comme si on pensait que tout le problème d'inactivité physique, des problèmes de socialisation que des jeunes peuvent avoir, des problèmes d'alimentation, de comportement, de qu'est-ce que tu voudras, là? C'est comme si on se facilite la tâche en se disant que c'est de la faute des écrans. C'est pas parce qu'il manque d'aménagement pour faire de l'activité physique. C'est pas parce qu'il manque, qu'on a un problème de culture, de sortir dehors, de faire des activités. Non, c'est parce qu'il existe des écrans. Puis, je dirais que c'est ça qui fait en sorte qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans l'écran, alors que pour moi, dans l'écran, il peut se passer des fantastiques choses, du soutien, de l'amour, de l'amitié, des développements de passion. Tu sais, c'est pas parce que tu te dis que tu t'aimes ou tu t'haïs dans un texto, dans un chat, que ça n'a pas un impact dans la vraie vie, comme se le dire pour de vrai. Tu sais. Alors, il faut vraiment, à mon avis, être très, très nuancé là-dessus. Et ça tombe bien parce que c'est ce que la science dit, tu sais. Merci, Nelly. Écoute, c'est totalement là que je voulais m'en aller, à savoir que c'est beaucoup plus global que le simple temps d'écran. Puis, on se facilite les choses, on est dans la clip, on est dans les lignes de communication, autant chez les politiciens, même dans les médias, je te dirais, hein, ça facilite, ça fait vendre du texte aussi, ça fait des codes d'écoute. Moi, mon questionnement, c'est en tant que parent, là, tu sais, on se pose des questions aussi, mais on voit, là, je me fais l'avocat du diable, vous savez que je ne suis pas bon là-dedans. Là. On voit quand même que, tu sais, on se pose des questions, à savoir, tu sais, nos enfants, ils sortent. On a de la difficulté à les faire sortir. On a de la difficulté, bien souvent, à les faire bouger. Lorsqu'ils jouent à des jeux, par exemple, on a de la difficulté à les faire décrocher de l'écran parce qu'on sait que les jeux sont faits de façon addictive, etc. Est-ce que ça ne vient pas renforcer cette idée-là que le temps d'écran, c'est le mal? J'enverrais ça aux parents dans la salle. Ben, moi, je vais prendre la balle au bon parce que, comme on se disait tout à l'heure, je suis maman de jeunes enfants et dont un qui, tu sais, clairement, les jeux vidéo, oui, c'est quelque chose qui est très intéressant. Puis je me retrouve un petit peu là-dedans aussi, même si on n'a pas les mêmes plateformes et les mêmes intérêts. C'est un peu ce que je vivais au même âge. Tu sais, j'avais le goût de découvrir, j'avais le goût de... C'est le fun, là. Je veux dire, il y a pas... c'est pas d'hier, là, les jeux vidéo, là, on s'entend, là, sous toute forme de plateforme, là, disons-le comme ça. Je dirais, on avait des Nintendo, puis ta mère avait bien beau te dire 6 fois de lâcher la Nintendo, ça ne tentait pas de la lâcher, la Nintendo, pareil. Donc, tu sais, on revient encore, on dirait, dans ce même mode. Tu sais, je veux dire, j'entends ma mère là, me chialer après là, pour exactement les mêmes raisons. Je me dis, attends un petit peu, là, on n'a pas appris quelque chose à travers ça dans l'éducation de nos enfants, puis dans la façon de communiquer avec eux, nos attentes, puis dans la façon dont on va laisser la place à certaines choses chez nous, tu sais, dans nos valeurs aussi de maison. Ça soit-tu pour en parler de ces valeurs-là, puis comment moi je me perçois, puis comment mon enfant me perçoit dans cette demande-là qu'il a finalement de vouloir soit socialiser, soit jouer à des jeux vidéo. Tu sais, ça vient chercher quelque chose chez les enfants, puis c'est normal. Maintenant, je pense que ça nous fait peur parce qu'on a peur justement de ne pas être en mesure de bien le gérer. Puis après ça, je ne sais pas, de se faire juger, taper ses doigts. On est beaucoup là-dedans. Hein? En 2023, là, dis pas que tu laisses ton enfant jouer puis que tu n'as aucune règle à la maison parce que Dieu sait que tu vas te faire brûler sur le bûcher. Mais où est-ce qu'il est, ce dialogue-là qu'on peut avoir comme parent? Puis c'est ça, tu sais, on disait tout à l'heure, des ressources, il n'y en a pas tant que ça. Ils sont éparpillés, puis on ne sait plus à qui se fier. Donc, c'est un peu normal, je pense, pour les parents, à un moment donné, d'être un peu déboussolés, puis de ne pas trop savoir quoi faire avec ça, puis de se demander. Puis là, après ça, c'est la comparaison aussi. Là, Joanneli, tu peux parler, là. C'est la comparaison des autres parents. Oui, mais lui, il a le droit de jouer à la semaine. Oui, mais elle a le droit. Ah ouais, hein? Puis c'est quand la dernière fois que vous avez parlé avec les parents vraiment de ces enfants-là qui fréquentent votre enfant, à savoir, à mettre justement un petit peu de nuance, à savoir, c'est-tu vraiment ça? Toi, pourquoi tu le permets? On ne souffre pas cette chance-là parce que, mon Dieu, qu'on a peur de se faire juger. Fait que jamais on parle de c'est quoi nos règles de maison par rapport à l'utilisation des écrans. C'est assez rare, là.
Donc, je pense qu'il y a cette partie-là qui est comme anxiogène puis qui n'est pas évidente. Ouais, on a plein de commentaires. Là, je vois passer Ah oui, les sur commentaires Facebook, sont c'est vraiment super drôle. beaux. Je ramène celui du Game Hunter qui disait surtout que la majorité du temps, un jeune qui a un gros enjeu de temps d'écran et aussi il y a des besoins qui sont non comblés, alors c'est l'œuf ou la poule. Écoute, tout est dans tout, effectivement, là. Hein? Nelly? Mais je voulais faire du millage sur ce que dit Mira parce qu'elle parle du jeu vidéo. Mais tu sais, moi, je me souviens, moi, j'étais des années 80, puis mon téléphone, là, j'appelais mon ami le vendredi, puis notre but, c'était de se raccrocher dimanche, là. Hein? Puis je veux dire, on passait notre temps accroché au fil en tournicotis, là. C'était une exagération, mais il y a des moments aussi à l'adolescence où on exagère. Puis il faut déjà comprendre qu'est-ce qui est fait là-dessus, parce que même si c'est un jeu vidéo, ça se peut que ce soit pour socialiser. Parce qu'une affaire qui est souvent mal comprise, c'est que la majorité des jeux vidéo comme Fortnite, par exemple, sont des jeux de socialisation. Tu es avec ta tribu, tu es avec ta gang, puis tu développes des compétences de travail d'équipe, tu développes toutes sortes de choses là-dedans qui font en sorte que c'est pas totalement juste du divertissement poche où il se passe rien. Tu sais, à la limite, il y a peut-être même plus d'apprentissage en jouant à Fortnite avec ta gang d'amis que tu développes des codes qu'en écoutant de façon non interactive une émission qui n'a pas de valeur pédagogique, disons, qui n'a pas de contenu super intéressant. Fait que, juste pour dire qu'il y a cette incompréhension-là, peut-être, de la part des parents sur qu'est-ce qui est fait, parce que tu ne peux pas simplement mettre jeux vidéo et être sur Instagram. C'est plus complexe que ça. Il faut aller discuter pour voir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il socialise ou est-ce qu'il apprend de la stratégie ou est-ce que c'est vraiment... Parce qu'il y a des jeux qui peuvent être, tu sais, un jeu de tir à la première personne puis qu'on en fait beaucoup trop d'heures, c'est sûr que ça devient problématique. Mais s'il va là parce que ça lui permet d'en parler à ses amis, parce que c'est le sujet de conversation, c'est comme si c'est un peu, toi, ton travail, tous tes collègues de travail écoutent Stat, mettons, pour être ramener des émissions québécoises, puis que là, tu n'en as aucune idée, peut-être exclu des conversations. Fait que peut-être tu vas te mettre à l'écouter pour faire partie de la gang. Bien, les enfants vivent cette même réalité-là aussi. Fait que c'est d'aller chercher les raisons qui sous-tendent ce besoin effréné de vouloir jouer tant que ça à certains jeux, là, à certains âges, ou qu'est-ce qu'ils font exactement là-dessus, là? C'est comme si on n'avait pas planifié qu'on serait rendu déjà dans le deuxième thème qui est réseaux sociaux et jeux vidéo. Hein. C'est comme si ça coulait tout seul, ce balado-là. J'avais envie de... Écoute, j'avais noté... Écoute, Nelly, ce que j'avais noté, les réseaux sociaux, c'est comme dans le temps, le téléphone chez les adolescentes. Je m'étais noté ça. OK? On était sur la même longueur d'onde. Les jeux en ligne, la gratification immédiate, c'est quelque chose. Mais tu sais, le temps que les jeunes passent sur les écrans, moi, quand j'étais ado, je peux te dire que quand je revenais de l'école, je passais probablement 1 heure et demie à regarder la télé en revenant de l'école. Je ne faisais pas mes devoirs, moi, premièrement. Là. Moi, j'avais plus de capacité intellectuelle. OK? Je regardais la télé pendant 1 heure et demie en attendant le souper. Je faisais mes devoirs après le souper. Puis bien souvent, je jouais au Nintendo avant de me coucher aussi. Fait que j'étais mauvais, là. Puis j'étais dans les fin des années 80, début des années 90. Fait que c'est pas d'hier, là. Toi, Mathieu, tu es plus jeune. Toi, comment tu as vécu ça? Ben moi, il y a un point que je voulais ajouter rapidement là, pour ceux et celles qui étaient à la COPS, qui ont fait l'entrevue avec Mathieu Arcan du Gamer Mentor. Il y a un élément qui est super important là-dedans, puis c'est un point que Nelly a mentionné il y a quelques instants seulement. C'est la discussion avec la discussion entre les parents et les adolescents ou les enfants, peut-être en plus jeune âge. De rétablir cette communication-là sur qu'est-ce que tu fais. Tu es en train de parler avec qui? Peux-tu m'expliquer la dynamique du jeu? C'est quoi l'objectif? D'utiliser en fait le jeu vidéo ou même le temps d'écran pour s'intéresser à son enfant, qui t'explique un petit peu pourquoi est-ce qu'il fait ces choix-là, va permettre justement de rétablir la discussion. Parce qu'aujourd'hui, d'être dans un débat où est-ce qu'on interdit ou on accepte, c'est un débat d'une autre époque. Aujourd'hui, je pense que les adolescents, je pense que les jeunes ont besoin d'être compris, ont besoin d'être écoutés, ont besoin d'aller chercher cette reconnaissance et cette estime-là de la part de leurs parents aussi. Donc, de rétablir ce canal de communication-là entre eux et honnêtement, c'est primordial. C'est primordial comme parent, puis c'est exactement ce que je veux faire avec mes enfants en vieillissant, de m'intéresser à ce qu'ils font, qu'importe ce qu'ils font, même si c'est des intérêts qui peut-être ne sont pas les mêmes que les miens. Je dirais même qu'il y a des apprentissages moraux aussi, là. Tu sais, moi, je connais, par exemple, des mères plus gamers qui se sont permis de jouer à des jeux, voyons, j'ai un blanc, le fameux jeu, là, que tu as tes voitures puis qu'il y a des trucs qui n'ont pas de Rocket League. Non, pas lui. Pire que ça. Celui qui est comme...
fait Gangster, ironiquement. là? Oui, Grand Theft Auto. Oui, Grand Ouais, Theft Auto. Bon, ce jeu-là, c'est terrible, là, il y a des trucs là-dedans qui n'ont pas de bon sens. Là, je veux dire, tu peux tuer, tu peux faire des trucs complètement immoraux. Mais justement, elle se servait de ce jeu-là avec son jeune enfant pour avoir des conversations sur ça se fait-tu? Pourquoi? Pourquoi tu es mal à l'aise dans cette scène-là? Puis etc. GTA, merci. Grand Theft Auto. C'est ça. Fait que c'est ça. Alors, ça lui permettait donc d'établir ce dialogue-là, puis de valider si son enfant était capable de faire la différence entre ce qui est acceptable ou pas dans la société. Fait que même avoir une conversation sur ce qui se passe dans le jeu, ça peut justement permettre de vérifier des affaires, mais aussi de développer le sens critique de l'enfant puis son sens moral sur plein de choses, là. Fait que moi, en tout cas, c'est sûr que moi, je pense que le dialogue, puis même le partage de l'écran, même s'il est petit, parce que, bon, de partager certaines activités numériques avec son jeune, mais c'est rentrer dans son univers. Ça peut permettre même de faire une négociation. OK, bien, on va passer ce temps-là ensemble dans ton univers, puis après ça, tu viens dans le mien, on va souper à table, puis on va faire un jeu de société, un carton, ou je ne sais pas. De faire des échanges qui font en sorte que on se baigne un peu dans l'univers de ce que nos enfants vivent, puis ça va travailler le lien de confiance, ça c'est sûr. Puis en même temps, ça fait un contrepoids pour être capable de peut-être justement aider la négociation de certaines choses là, à certains moments. Oui, puis on n'est pas en train de dire non plus que voici Marie-Hélène, je vais juste enligner là-dessus. Puis on a un super beau commentaire aussi. Je ne voudrais pas qu'on l'oublie, par exemple. Puis je te le donne après, OK? On a un super beau commentaire de Damiano, je pense. Maman ne voulait pas que j'utilise les réseaux sociaux jusqu'à temps qu'elle comprenne que ça m'aidait beaucoup à m'exprimer et à me sentir moins seule, que j'avais vraiment envie de partager ma passion pour l'écriture. Elle a accepté avec une grande discussion sur des consignes claires que je dois respecter. Puis moi, je vois aussi des discussions super intéressantes avec nos enfants par rapport, par exemple, parler à des étrangers. Nos enfants, bien souvent, en 2024, là, sont beaucoup moins. On les lâche pas là pendant 3 jours. OK? Moi, dans le temps, va-t'en, puis tu reviendras pour souper. Là. Il y en a de moins en moins de ça, particulièrement dans les villes, je pense. Ben, tu es sur tel jeu, tu es ami avec qui? Tu le connais-tu? Est-ce que c'est correct de discuter avec ou de ne pas discuter avec? C'est le genre de discussion qu'il faut avoir avec nos enfants. Est-ce que les parents font vraiment ces discussions-là avec leurs enfants? Bien, c'est de la base aussi. Hein? Puis ça nous donne quand même un contexte un peu plus sécuritaire de le faire que lâcher dans la nature quand même. Fait qu'il faut se le dire. Fait que c'est une amorce. Vas-y, Marie-Hélène, je t'ai coupé. En fait, Nelly me faisait penser quand elle parlait et Mathieu de dialoguer, mais d'entrer dans le monde de nos enfants, etc. Moi, ce qui me venait en tête, c'est aussi mon chum est un fan de jeux vidéo. Moi, je ne l'étais pas tant que ça. Là. Je peux avoir un jeu vidéo une fois ou 3 ans que je vais faire, puis c'est tout. Là, c'est beau pour moi. Mais de regarder mon enfant jouer aux jeux vidéo pendant que je lis, puis commencer à m'intéresser, puis poser des questions, mais aussi lui demander, ça te tente-tu de me montrer comment jouer, de me donner des trucs? On vient aussi, oui, créer le lien, mais venir travailler l'estime de notre enfant, en plus d'aller dans le contact, dans la confiance et tout ça, ça peut être bien aussi. On n'est pas obligé d'être des spécialistes. C'est un peu le même syndrome que les profs ont de dire, il faut que je sois bon en techno pour en faire avec mes élèves. Ça n'a pas rapport. Tu n'as pas besoin d'être un parent qui est bon au niveau des écrans, des jeux vidéo pour t'intéresser à ce que ton enfant fait. Puis des fois, d'inverser les rôles comme ça aussi, ça fait du bien aux enfants. Tout à fait. Tout à fait. Écoute, moi, je suis omnibulé par la conversation. Dans le fond, je me demande quoi finalement? Je me demande si on n'est pas en train de sursimplifier ces situations-là, alors qu'on se coupe du fait que lorsqu'on était jeune, lorsqu'on était adolescent, on avait aussi ces manques-là de communication. Des fois, on se sentait seul. Puis nos jeunes se le voient comme donner peut-être d'une façon plus facile cette communication-là avec les autres. Mais en même temps, les codes sont excessivement différents aujourd'hui dans le temps. Aujourd'hui, c'est l'instantanéité, c'est l'authenticité sur les réseaux sociaux, mais en même temps, c'est l'authenticité, mais il faut que tu répondes vite. Mais si tu ne dis pas la même chose que la gang, ça se peut que tu sois exclu un petit peu. C'est une pression qui est sur nos jeunes aussi, puis ils sont laissés comme ça, puis on n'est pas là pour les guider parce que nous, on ne l'a pas vécu non plus avant eux autres. Hein.
Mais c'est même facilitant, je pense, parce que, tu sais, à l'adolescence, en tout cas, j'ai vu passer des études là-dessus sur le fait que décoder les émotions n'est pas tout le temps évident là, à cause du cortex préfrontal. En tout cas, un petit développement là, qui fait que le face-à-face peut être confus chez un adolescent, puis il peut mal interpréter ce qui est en train de se passer. Puis moi, beaucoup de mamans et de papas, bon, plus de mamans, mais bon, quand même des papas aussi, m'ont parlé de régler des conflits avec des textos. Tu sais, où il y a des moments où ça devient trop émotif, où ça explose, où on n'est plus capable de gérer ses émotions du côté de l'adolescent ou de l'adolescente, par exemple. Puis là, dans ce temps-là, ben, la conversation se continue en mode texto, puis c'est plus posé, on a le temps de réfléchir, puis que souvent, il y a beaucoup de choses qui sont solutionnées comme ça. Puis je me dis, moi, j'aurais aimé avoir ce mode-là adolescente, parce que je me rappelle d'avoir pété des coches, là, on s'en rappelle probablement tous. Puis là, d'avoir ce mode de communication plus complexe, plus nuancé, plus posé avec ton parent, je pense que c'est un avantage que cette génération-là a même de pouvoir utiliser ce mode-là, là, plutôt que de se dire que il y a des problèmes de communication. Je pense qu'il y a des opportunités, en tout cas, pour avoir une plus grande diversité de types de communication, je dirais, parents-enfants, même enseignants-enfants, là, avec tes... Mais je t'arrête, Nelly, on avait ce mode de communication-là, c'était des petits papiers, puis c'était écrit « Je suis fâché contre toi, es-tu encore mon ami, oui ou non? » Ça, on l'avait à l'époque. C'est la même chose, mais là, c'est numérique. C'est pas tout le temps numérique. C'est pas tout le temps numérique. Je vous amènerai au thème, à notre troisième thème, parce que je pense que c'est important qu'on l'aborde, parce que c'est vraiment, ça a été évacué du débat dans les derniers jours, dernières semaines, tout ce qui est l'utilisation pédagogique du numérique. On a un beau rapport qui est sorti de la part de l'INSPQ. Je les aime beaucoup, les INSPQ, là, mais ça reste que c'est la santé publique. C'est pas des pédagogues. Ils sont gentils, là. Je suis sûr qu'ils sont super gentils. Puis je les respecte beaucoup, là. Mais c'est pas des pédagogues. Qui nous a sorti un beau rapport au mois de novembre dernier, qui est ressorti des tablettes ce printemps. Donc, utilisation pédagogique du numérique. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Je vous laisse aller parce que j'ai trop de choses à dire, moi. Nelly, vas-y. Ben, comment pourrais-je dire? Moi, c'est sûr que, tu sais, dans ce qui s'est passé dans le passé, j'ai un malaise avec des ententes avec certaines entreprises. Tu sais, par exemple, ça, moi, je trouve que c'est ça qui est plus problématique que d'autres choses. C'est le fait qu'unilatéralement, on impose une entreprise avec qui on a des deals et que c'est pas toujours le meilleur outil déterminé par des enseignants, approprié par les enseignants. Tu sais, les tableaux blancs, on le sait que ça a été bien compliqué. Est-ce qu'il y a assez de formation pour être capable de les utiliser? Est-ce qu'ils sont en bon état? Fait que moi, je veux dire, il y a des exemples dans le monde d'écoles qui ont beaucoup de ressources, évidemment, où est-ce que ça fonctionne extrêmement bien. Là, justement, je discutais avec des adolescents d'un ami qui sont allés vivre quelques années, 4 ans, je pense, en tout cas, au Vietnam. Puis cet adolescent-là fait son secondaire là-bas, bien sûr, dans une école de gens qui travaillent dans des ambassades, bon, tout ça. Mais ça reste qu'il me disait qu'il y avait leurs appareils, puis ils devaient s'auto-réguler avec ça, puis ils devaient faire des rapports sur comment ça se passait. Il y avait des travaux à faire avec ça, mais justement, ces outils-là leur ont permis de développer plein de compétences hallucinantes qui font qu'ils sont revenus ici et sont en avance extrême sur les autres jeunes. Puis ils se font dire même, tu n'as pas le droit d'amener ton téléphone en classe. Ils sont comme, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis dans leur tête, ça n'a aucun bon sens. Puis que comment, tu sais, les jeunes vont apprendre à s'autoréguler si ils n'apprennent pas comment composer avec ces appareils-là en faisant des travaux, en faisant tout ça, dans toutes sortes de contextes. Fait que pour moi, le numérique, oui, c'est un bel outil pédagogique, mais c'est aussi un outil avec lequel les jeunes doivent apprendre à composer avec. Ça fait partie du monde. Puis je pense que l'éducation, c'est pas d'apprendre à vivre dans un monde utopique sans écran, là. Ça fait partie du monde. Alors, le rôle des enseignants, c'est d'accompagner les jeunes à être capables de vivre dans le contexte du monde dans lequel ils vont évoluer, là. Donc, ça serait ça mon avis là-dessus. OK. Merci. Je vais relancer la discussion, Nelly. Je suis d'accord avec toi qu'effectivement, apprendre à s'autoréguler, c'est vraiment un enjeu. Nous, ici, je te le dis d'avance, tu l'as peut-être pas écouté cet épisode-là, là, mais nous, lorsqu'il est arrivé le débat sur le cellulaire, on en est venu à la conclusion que, bon, interdire les cellulaires dans les classes, c'était peut-être pas la meilleure des solutions, sauf que dans l'état actuel du réseau de l'éducation,
c'était peut-être une bonne idée à court terme. Tu sais, on était là. Il y a comme trop d'affaires à gérer. Ça fonctionnerait avec les ressources, c'est-à-dire moins d'élèves, on est d'accord, là. Il y a comme une tonne de couches d'autres problèmes qui font en sorte qu'on ne peut pas l'intégrer actuellement. Puis ça, je suis d'accord avec vous, là, ça ne fonctionne pas. Mais tu sais, vous le savez, là, moi, mon avis, c'est il devrait y avoir 10 fois plus de ressources dans le monde, dans le milieu de l'éducation. Mais bon, il n'y a personne qui va être en désaccord avec moi ici, je pense, ce soir. Non, on est tout à d'accord avec ça. On est comme une belle unanimité, ça va super bien. Je vais sortir les 4 constats du rapport de l'INSPQ. Je pense que ça peut quand même repartir la discussion. Donc, l'utilisation des fins personnelles des appareils numériques individuels dans une optique multitâche entraîne une baisse des apprentissages dans des questionnaires de type mémorisation ou compréhension. Donc, on perd la compréhension et de la mémorisation quand les jeunes ont un cellulaire personnel à côté d'eux autres. La présence d'un cellulaire même éteint sur le bureau entraînerait une baisse de la performance et de la concentration. Là, je paraphrase un peu, mais je pense que j'ai gardé l'essence du contenu. La lecture numérique pourrait entraîner une diminution de la compréhension de lecture par rapport à la version papier. Et la prise de notes numériques entraînerait aucun bénéfice par rapport à l'apprentissage avec des notes manuscrites. Donc ça, ce sont les 4 constats du rapport de l'INSPQ. Mais moi, j'ai entendu beaucoup plus que ça comme généralisation, moi, dans les derniers jours, dernières semaines. J'ai entendu qu'il n'y a aucun avantage et aucun bienfait au numérique en éducation. Moi, j'ai entendu ces mots-là. Est-ce que j'ai l'impression qu'on a un petit peu paraphrasé ce rapport qui était quand même relativement concis? Je vous lance le débat. Si tu me permets, Sylvain, là, je vas-y, vais aller. Mathieu, tout en feu. En fait, tout ce que tu viens de citer là, je vais citer de mon côté le rapport du Conseil supérieur de l'éducation. Dans le fond, son discours de 2020, où on dit les discours sur le temps d'écran, valeurs sociales et études scientifiques. Parce que j'ai l'impression que le débat actuel est beaucoup plus sur une question de valeurs sociales, sur un conflit de génération, plutôt que sur des études qui sont nuancées et qui amènent quand même des zones grises importantes. Donc, le passage du rapport que je vais vous lire est le suivant. La plupart des études s'appuient sur une mesure facile à obtenir, le temps passé à interagir avec des écrans, plutôt que sur des mesures plus significatives comme le contenu, le contexte, le niveau d'engagement, l'usage passif ou actif, les motivations derrière l'usage, etc. La qualité des mesures de temps d'écran elles-mêmes, le plus souvent auto-rapportées en quelques questions, est critiquée. La distinction n'est absolument pas établie entre les usages sains, abusifs et pathologiques des écrans. Donc, voilà les généralisations qui sont rapportées déjà il y a 4 ans de ça, en 2020, alors que le rapport de l'INSPQ ne semble pas faire la part des choses dans ce contexte. Donc, là-dessus, je pense qu'il y a un travail très important de se remettre en question du côté journalistique, du côté des médias, du côté de ceux et celles qui sont sur des panels et qui doivent en 2 minutes polariser, qui doivent s'opposer et se baser sur des valeurs sociales plutôt que sur des études. Mais comme Nelly l'a mentionné au début, c'est difficile, c'est énergivore de s'appuyer sur des études, mais en même temps, on est dans une société qui n'a jamais eu autant d'informations que ça à portée de main et c'est facile de se valider sur des études, que ce soit Google Scholar, que ce soit sur Érudit, que ce soit sur des plateformes. Rapidement, un recherchiste est capable de proposer à ses chroniqueurs des ressources pour se faire une tête bien faite pour ne pas avoir l'air fou et prendre la parole dans les médias. Et on peut voir ces confrontations-là sur les réseaux sociaux de plus en plus souvent avec des clips hors contexte qui ne font pas du tout la part des choses. Il y avait d'ailleurs un rapport de ce même conseil de l'éducation supérieure, je pense, l'année d'avant, ou ce que je ne me rappelle plus de l'année exacte, mais peut-être 2019, 2018, en tout cas, ou peut-être même, en tout cas, 2021, possible. Mais où est-ce qu'il rapportait le problème de la couverture du numérique dans les médias au Québec en mentionnant là, qu'il y avait une supériorité numérique hallucinante de la couverture, de l'étendue de la couverture dès qu'il y avait des études qui rapportaient des effets négatifs du numérique. Alors que, tu sais, pour le même nombre d'études positives, elle n'était jamais couverte. Donc, il y avait une espèce de forme de panique morale à ce sujet et qui est extrêmement anxiogène d'ailleurs et qui, je pense même, est une source d'anxiété
auprès des jeunes. Tu sais, quand on dit que santé mentale et numérique, là, ben, il y a peut-être aussi le fait que par tous les médias, on te dit que c'est pas bon, on entend que c'est pas bon, puis que ça fait des problèmes de santé mentale. Bien, ça finit par être anxiogène de se faire dire ça, puis ça a des impacts. Alors, bref, moi aussi, le Conseil de l'éducation supérieure, en général, ils ont des points de vue plus nuancés, disons, en général, et avisés. Oui, mais le Conseil supérieur d'éducation, moi, j'aimerais dire que c'est le conseil qui se fait tabletter plus rapidement que son nom. Je ne Oui. veux pas être plate, là, mais c'est crève-cœur quand même. Marilyn, tu avais quelque chose à dire, hein? Oui, ben moi, le numérique et la pédagogie, ça m'interpelle énormément. Bon, outre le rapport de j'ai de la misère à soir, mon cerveau est fatigué, mais INSPQ. il est venu me chercher. Bon, parlons pédagogie. Je suis une enseignante d'adaptation scolaire au primaire. J'utilise la pédagogie en classe depuis genre 2010-2011, facile, mais de façon plus intensive, plus pédagogique. Premièrement, moi, j'ai une classe iPad avec mes élèves. J'ai des élèves autistes, 7 élèves autistes. Et dès le début, ben, on dissocie la fonction du numérique. J'ai une classe robotique aussi, on a beaucoup de robots, des iPads. Et pour moi, c'est important de statuer dès le début qu'en classe, les outils numériques, les outils technologiques, ça sert à apprendre. C'est pour travailler, c'est pour apprendre, c'est pas pour des loisirs, c'est pas pour te récompenser d'avoir un bon comportement avec un 15 minutes d'iPad à la fin de ta période. C'est pour apprendre. À la maison, ça peut être autre chose, là. Mais c'est important si on veut amener un équilibre et une bonne façon de les utiliser, oui, ça sert au loisir, mais ça sert aussi à autre chose. Bon, en tant qu'enseignante avec des élèves HDA, ben, que dire là, de toutes les mesures 3810 avec les outils d'aide techno, on pense à les WordQ, les Lexisbar, pour ne pas les nommer, là, mais tout ce qui est synthèse vocale, prédiction de mots qui sont natifs aussi, par exemple, sur les iPads, bon, ainsi de suite, là, on les retrouve presque partout maintenant. Ça, c'est ce qui a fait une différence majeure chez mes élèves. Et je me souviens, quand j'ai pris conscience, à l'époque, je travaillais avec des élèves en difficulté grave d'apprentissage, des élèves qui étaient d'âge 6e année, mais qui avaient encore des capacités d'écriture et de lecture d'un élève de première année, genre à Noël, là. C'était épouvantable pour eux parce que l'accès aux apprentissages, ben, il n'est pas là parce que tout passe par la lecture. Peu importe, tu sais, que tu sois en univers social, en sciences, tu as besoin de la lecture. Et tout ça, c'était des murs pour ces élèves-là qui n'arrivaient pas à accéder à la lecture. Mais quand on leur a donné accès à un ordinateur avec une synthèse vocale, avec des cahiers numériques, ça a changé leur vie. Bien, mon élève, là, que je veux évaluer sa compréhension de lecture, là, bien, avec un outil avec une synthèse vocale, ça change sa vie. Puis là, bien, je n'évalue pas son décodage, j'évalue sa compréhension. Bien, crime, il performe là, pas mal plus. Là, il a monté au moins en niveau 3e année en l'espace de quelques mois. Donc, c'est de donner accès au plein potentiel des élèves. Mais c'est la même chose en écriture. Puis là, je parle de difficultés au niveau des apprentissages, mais je veux dire, vous n'avez pas idée à quel point un élève HDA a une charge mentale hallucinante. C'est très complexe pour eux d'apprendre comparativement à des élèves qui n'ont pas de difficulté d'apprentissage. C'est très lourd au niveau psychologique. Et ce qu'on peut venir donner comme soutien avec un ordinateur ou un iPad, bien, c'est ce qu'on enlève de charge mentale dans leur cerveau qui leur permet d'utiliser leur capacité cognitive pour focusser sur l'essentiel, sur ce qu'ils doivent apprendre ou sur ce qu'ils doivent produire. Donc, d'aller vraiment chercher le plein potentiel pour eux. Ça, pour moi, là, c'est un indispensable, là. Pour moi, ça a changé la vie de mes élèves aussi à plein de niveaux. C'est important, par contre, quand on utilise le pédagogique en classe, de s'assurer d'avoir une valeur ajoutée. Donc, de juste écrire à l'ordinateur son texte au lieu de l'écrire papier-crayon, bien, c'est vrai qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Par contre, quand je viens chercher d'autres outils, quand je viens faire des liens, bien, en ayant une valeur ajoutée, ça devient plus pertinent. C'est important aussi, tu sais, tantôt, je parlais d'apprendre à travailler avec les outils, mais on a été beaucoup portés dans les débuts à consommer le numérique.
Et ça amène nos enfants souvent, là, dans leur début, c'est ce qu'ils font, ils consomment, ils sont passifs, ils regardent des vidéos sur YouTube et tout ça. Puis oui, ça peut être pertinent des vidéos sur YouTube pour t'aider à faire telle affaire. Hey, moi, je veux faire un œuf poché, j'ai vu une vidéo sur YouTube, mais avec des trucs, ça m'aide, tu sais, c'est pertinent. Mais aussi de leur montrer à être productif, à être créatif. Donc, de ne pas juste consommer, mais aussi de produire. C'est ce que fait Mira avec ses élèves quand elle crée des balados. C'est ce que font plein d'élèves dans des projets où ça devient plus concret. Donc, au niveau là, de l'importance de l'apprentissage, on est plus dans le top de la pyramide. Puis finalement, ce que j'aime beaucoup du numérique, c'est l'ouverture sur le monde, mais aussi l'accessibilité à l'information. De mon époque, quand j'étais, je suis une fille de 1982, donc un peu comme Sylvain et Nelly qui disaient le téléphone, mais je me souviens qu'à mon époque, dans les écoles, on avait des ordinateurs, une salle d'ordinateur, puis on y allait peut-être 4 fois dans l'année. Bien, c'est sûr que quand on se faisait des lectures, des projets de recherche, on n'avait pas accès à toute l'information qu'on a maintenant. Moi, maintenant, je lis des livres avec mes élèves et ils ne comprennent pas un mot. Crime, va donc le chercher sur Internet, voir c'est quoi. Puis là, d'avoir un visuel, d'avoir une description, d'avoir un visuel, on peut aller chercher des images, on vient rechercher le sens tout de suite. Fait que quand moi, je lis le rapport de là, j'ai de la misère encore à le dire, hein, l'INSPQ, ben, qui disent que ça n'a pas d'impact sur la compréhension des élèves en lecture, je ne suis pas d'accord. Parce que je trouve que ça a... Moi, j'en suis témoin à tous les jours de l'impact que ça peut avoir sur des élèves. Donc, je suis une vraie lionne avec ce sujet, mais je trouve ça essentiel. C'est pas juste une source de motivation. Pensons aux élèves qui sont dyspraxiques aussi, qui ont une difficulté énorme à former les lettres. Mais là, l'énergie qui passe à former ses lettres avec son crayon de plomb, puis à essayer d'effacer, puis il déchire sa feuille parce qu'il est malhabile, bien, il n'est pas en train de donner cette énergie-là à produire un texte, à produire des phrases. Tandis qu'avec le clavier, ça devient beaucoup plus facile pour lui. Ça le soulage. Ça le soulage de quelque chose qu'on ne veut pas évaluer. Ça lui donne plus d'accès, plus d'énergie dans sa journée. Il se sent plus compétent. Donc, voilà mon témoignage en feu. Merci, Marie-Hélène. Ricochet sur Mathieu. Très rapidement, là, à tous ceux et celles qui nous écoutent, qui sont avec nous ce soir, bon, d'abord, on vous remercie évidemment d'être toujours avec nous, mais je vais ajouter que on ne remet pas en cause ici ce soir le côté qui peut être nocif pour la santé des écrans. On n'est pas là du tout. On est là surtout pour mentionner que dans un cadre scolaire, l'interdiction n'est pas pertinente, puis on ne devrait pas nécessairement légiférer sur la question, puisqu'il y a beaucoup de nuances à apporter. On n'est pas dans l'interdiction totale, on est plus, je pense, dans une discussion d'encadrement ou de saine utilisation du numérique, avec des utilisations appropriées qui ont des avantages pédagogiques, il y a des gains. Marie-Hélène vient d'énoncer ces gains-là, et donc pour elle, une mesure qui amènerait, disons, un moratoire ou une inutilisation du numérique qui amènerait une règle qui l'interdit, en fait, dans les écoles, serait problématique à la fois pour sa pédagogie, pour son enseignement, mais surtout pour ses élèves. Donc, dans ce contexte, il faut qu'on fasse la part des choses et dans chacune des disciplines, là, il faut faire appel à la bonne volonté et au bon savoir des enseignants qui sont capables de l'intégrer de façon judicieuse pour la réussite de leurs élèves et pour leur permettre de développer certaines compétences en lien avec l'utilisation du numérique. Dans chacune des disciplines, on aurait des tonnes d'exemples à dire quels sont les avantages et qu'est-ce que ça permet chez nos élèves. Cependant, le point où je veux amener un dernier petit quelque chose, c'est la formation initiale. Je pense quand même que tout ce qui a trait à l'utilisation des écrans et au temps d'écran malgré tout, je pense que dans la formation initiale des enseignants, dans un cours d'utilisation des technologies d'information et des communications, je pense qu'on devrait quand même nous sensibiliser sur l'utilisation qu'on en fait avec les élèves. Est-ce que c'est normal, par exemple, qu'un élève dans une journée va passer 4 périodes sur 4 devant un écran? Indépendamment de l'utilisation, ben, il y a peut-être des réflexions à avoir comme équipe école, mais dans la formation des enseignants, dans la formation initiale et même dans notre formation continue, je pense tout de même qu'on aurait peut-être intérêt à se former sur la question. Évidemment, je ne suis pas du tout pour une interdiction, vous me connaissez, vous le voyez dans mes propos, mais il faut quand même nuancer un tout petit peu malgré tout.
Moi, je reviendrai sur la pédagogie, là. J'ai un flash, là, mais tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, là, il y a quelques années, là, on faisait entrer en masse les technologies dans les écoles, là. Les robots, avant la pandémie, là, les robots, les iPads, les ordinateurs, là, les portables, tout ça, ça rentrait en masse avec des formations. Là. Go, montez des leaders dans vos écoles, formez-les. Puis là, il faut que tous les profs touchent à la technologie. Puis, tu sais, moi, je me souviens d'avoir vu, là, il faut trouver quelque chose. Là. Même en musique, il faut que les profs puissent utiliser la robotique, puis en éducation physique et tout ça. On est comme dans... là, on a fait le tour des deux extrêmes du balancier. L'extrême de utilisons-le partout, il faut que ça soit utilisé partout. À l'autre extrême, là, on passe bien trop de temps d'écran, il va falloir se calmer une heure dans les écoles. Là. On peut-tu aller juste trouver le juste milieu puis avoir une réflexion éthique sur le numérique, ça prend quelle place dans notre vie? C'est quoi notre rôle en tant que système d'éducation par rapport au numérique? Puis comment on va l'amener pour que ça ait une plus-value puis que ce soit vraiment utile pour nos élèves, parce que c'est sûr que c'est un incontournable, ça fait partie de notre vie. Mais tu sais, en l'espace de quelques années, là, le gouvernement nous a amenés à passer d'un extrême à l'autre au niveau du numérique. Il va falloir être un peu plus cohérent là-dessus aussi. Là. Puis, tu sais, il y a le cours de culture et citoyenneté québécoise qui s'en vient avec une portion numérique. Puis, pour vrai, il y a des trucs, là. Puis, tu sais, je me cassais la tête justement quand je travaillais sur le manuel scolaire en me disant, tu sais, ça ne peut pas se passer totalement sans écran. Il y a la fameuse compétence de savoir s'informer en ligne, par exemple. Même si théoriquement, on t'explique où, quoi, quand y aller. Il y a une notion pratique, il faut que tu apprennes à le faire. Puis c'est complexe parce qu'en plus, on le sait, avec la diversité des appareils, les jeunes n'ont pas les mêmes accès au même type d'appareil. Plus si tu arrives, excusez-moi, j'ai un chat qui veut intervenir. On a nos panélistes. Oui, mais si, c'est ça. En plus, si tu as du matériel qui est complètement désuet, moi, je l'ai vécu justement, j'avais des Commodore 64 alors qu'on était déjà une autre génération, je veux dire, ça risque de ne pas bien accompagner le jeune, puis on le sait, c'est majeur à apprendre à développer son sens critique et à s'informer en ligne, puis sans avoir des outils adéquats pour le faire, bien, cette compétence-là va être extrêmement difficile à développer là, de façon complète. Là. Ben, en fait, ce que tu dis, Nelly, c'est que dans le fond, on fait juste développer les savoirs. Pour développer une compétence, il ne faut pas juste avoir les savoirs, il faut le savoir-faire, il faut le pratiquer, en fait. Là. Exact. Puis dans différents contextes, fait que ça prend les appareils. Puis là, tu sais, moi, je me posais la question, parce que même un cours, ils apprennent c'est quoi les réseaux sociaux. Mais ils n'ont pas le droit d'être là-dessus, puis il n'y a pas d'appareil. Puis tu n'as pas le droit de nommer les marques. J'ai comme, OK, mais comment tu fais pour définir c'est quoi Facebook? Parce que si je te définis Facebook aujourd'hui, demain, ma définition est plus bonne. Dans 2 semaines, en fait, elle est plus bonne. Parce que c'est complètement... Ça change constamment. En tout cas, c'était des gros défis. Puis je me disais, il va falloir que les enseignants se mettent vraiment les mains à la pâte dans le contexte de leur classe, de leur milieu. Est-ce que les enfants ont accès? Est-ce que les enfants ont des comptes à la maison ou pas? Puis d'ouvrir des conversations, puis à la limite d'utiliser des exemples en avant de la classe, mais aussi faire manipuler. Puis il y a aussi des iniquités là, qui naissent de ça parce qu'il y a des enfants qui ont accès à un full house de plein d'appareils, puis tu en as d'autres que pas du tout, puis qui sont extrêmement limités. Puis ces enfants-là, ils ne mettent pas en pratique, puis ils ne développent pas ces compétences-là, puis ils vont nécessairement avoir un petit recul là, quand ils vont arriver au cégep, ou même au secondaire. Là. J'aime tellement ça, ce que tu dis, Nelly. Je prends la balle au bon parce que à mon école, on a embarqué dans le programme CCQ cette année, puis c'est moi qui étais responsable. Fait qu'il a fallu que je me creuse la tête à savoir, tu sais, comment justement on présente ça. J'ai monté 6 activités différentes. J'ai animé ça dans les 24 classes de mon école, avec des réceptions différentes de chacun des élèves pour voir avec les profs aussi, tu sais, comment ça peut être présenté. Puis Dieu sait que je l'ai martelé assez souvent, de dire, c'est pas vrai qu'on va avoir un nouveau programme riche comme ça dans les mains, puis qu'on va leur remettre des feuilles de papier puis des points dessus. Ciblette, pour ne pas dire d'autres mots. Alors, je pense que ce que j'ai trouvé le plus beau à développer, puis tu sais, je suis dans un milieu très différent de celui de Marie-Hélène, je suis dans un milieu très favorisé. Oui, j'ai des élèves en difficulté comme il y en a partout, mais ça demeure que je pense que le gouvernement, puis là, je ne me mettrai pas dans la tête de personne, la façon dont moi j'ai perçu les derniers messages qu'on a eus, c'est pas ciblé genre pour des enfants en difficulté, c'était davantage de façon générale, justement pour monsieur, madame, tout le monde, les petits élèves dans nos écoles qu'on voit qui n'ont pas de difficulté particulière, puis qu'on a
dont bien peur justement qu'ils développent des mauvaises habitudes de consommation des écrans, puis que là, on se dit, oh, mon Dieu, il faudrait vite qu'on fasse quelque chose parce qu'il doit être trop tard. T'sais. Je pense que ce que j'ai beaucoup vu puis que j'aime par rapport à l'utilisation du numérique, c'est tout ce qui touche au développement de leur rapport au savoir. Tu sais, Marie-Hélène en a parlé, ça donne un accès à des élèves. Mais tu sais, je veux dire, les élèves qui n'ont pas de difficulté aussi, ils ont cet accès-là soudainement qui est tellement plus riche et plein de ressources. Ça me faisait penser, là, tu sais, j'aborde en 4e année la puberté, qui est un sujet qui est vraiment pas si évident que ça à aborder, que ça ne tente pas tout le temps d'en jaser devant les 26 élèves que j'ai autour de moi, les gars, les filles ensemble, let's go, tu sais, un melting pot de plein de discussions super sensibles, plein de questions qui n'auront pas nécessairement. Fait que, tu sais, comment on fait ça? Puis cette année, pour vrai, ça a été un de mes coups de cœur. Il y a des balados, mon guide sexu, qui existent de 6-9 ans puis de 9-12 ans qui abordent ces sujets-là. Ils peuvent les écouter tranquilles. Évidemment, c'est supervisé par l'enseignant, on n'est pas loin. On se questionne, on marque des informations, on se fait des informations qu'on a trouvées pertinentes et intéressantes puis qu'on veut revenir avec ça. Tu sais, il y a tellement de belles choses. Puis eux autres, ça développe leur rapport au savoir justement en utilisant des outils numériques, en se disant « Crème, je suis capable de chercher quelque chose de vraiment pertinent et d'intéressant. » Puis ça nous ouvre une belle porte d'entrée sur comment je trouve des ressources intéressantes qui peuvent quand même me parler de sexe sur Internet sans tomber sur n'importe quoi, tu sais. Donc, il y avait là définitivement quelque chose de riche puis que je pourrais pas me voir pas utiliser ces outils-là en classe. L'autre chose que je m'étais notée aussi, c'est au niveau de son autonomie aux élèves, leur autonomie puis leur capacité d'analyse de leur propre capacité. Némi, tu en parlais tout à l'heure de l'élève qui était parti au Vietnam. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça qu'on veut développer chez nos élèves, c'est leur capacité à s'auto-analyser. Là, on parlait tout à l'heure un petit peu dans le chat de fonction exécutive, mais c'est ça. C'est l'auto-régulation, ça veut dire aussi que tu es capable de t'arrêter puis de mesurer l'effet que l'outil que tu utilises sur toi, est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça me dérange plus que ça m'aide? Est-ce que ce que j'en fais a un impact positif sur le reste de mon processus d'apprentissage ou bien est-ce que je prends un chemin qui finalement m'aide pas pantoute parce que si tu me dis que tu utilises tel outil pour pratiquer tes tables de multiplication alors que tu es super fort là-dedans puis que finalement tu le fais juste parce que tu aimes le bruit ou le zombie qui apparaît qui te donne des... Tu sais, fait que toute cette réflexion-là, si on l'a pas avec eux autres ou qu'on coupe carrément l'utilisation de ces outils numériques-là dans les classes, ben c'est quand qu'ils vont avoir cette réflexion-là. T'sais, donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Bien, surtout que en fait, il y a beaucoup d'accusations sur l'utilisation de la dopamine puis du système de récompense sur la plupart des plateformes. Mais en fait, ça, c'est un apprentissage de vie qui est important d'être capable de s'autoréguler par rapport à son système. Puis il faut que tu le fasses. Moi, je fais souvent la comparaison très simplifiée, mais qui aide à comprendre que l'Internet, puis le numérique, puis les écrans, c'est comme l'épicerie. Si tu envoies ton enfant tout seul avec une carte de crédit puis il est en charge d'acheter sa bouffe, là, pas sûr qu'il va revenir avec beaucoup de brocolis là, au départ. Ça se peut que ça prenne une couple d'années avant qu'il soit capable de comprendre qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse comme choix éclairé. Bien, c'est la même affaire pour Internet. Il faut que tu l'accompagnes pour qu'il soit capable déjà de faire la différence entre le brocoli, etc. Puis là, est-ce qu'on peut être bien fâché que les épiceries mettent des petites tablettes de chocolat à la caisse? Et c'est d'ailleurs le cas. Bien, c'est un peu le même principe sur ces plateformes-là. On va te mettre de la dopamine, peut-être pas sur des comportements qui sont sains. Bien, justement, nous, on a appris à se maîtriser. On n'achète pas du chocolat à chaque fois qu'on va à l'épicerie. Bien, c'est la même chose qu'on veut pour les jeunes qui éventent... Bon, hein, peut-être pas miracle. C'est ce qu'on veut pour les qui apprennent à aller sur Internet puis que, OK, c'est correct de faire du tir à la première personne, du jeu de tir à la première personne de temps en temps. C'est comme t'acheter un petit sac de Doritos, c'est bien correct. Mais il n'y a rien de pire pour un enfant d'apprendre à quelque chose en lui disant « Ouais, tu n'y toucheras pas avant que tu sois tout seul pour le gérer. » À 16 ans, là, mettons que tu y as interdit totalement, là, et ça va être beau, ça ne pas nécessairement, ça ne va pas être magiquement acquis. C'est long, puis c'est pour ça que c'est dans tout son processus d'éducation qu'il faut que ça se passe. Puis là, si tu enlèves les outils numériques pour faire de la pédagogie, que tu l'interdis auprès des jeunes enfants. Puis là, en plus, il y a eu des volontés d'interdiction même chez les mineurs, là, il y a un projet de loi sénatorial de Julie Miville-Deschênes là-dessus, où est-ce que tu veux faire de la reconnaissance faciale pour voir qui est mineur, puis là, tu sais, d'après moi, là, on s'approche de George Orwell, justement, on s'approche d'un contrôle étatique sur quelque chose qui appartient, je pense, à la parentalité, puis au milieu scolaire, puis à tous ceux qui savent de ce dont il est question.
Et puis, comme je viens de le dire, ben, ça empêche les apprentissages mécaniques là, qui doivent se faire sur une longue période. Puis quoi de mieux que pendant la période de l'adolescence puis de l'enfance pour faire ces apprentissages-là, tu sais. Et on se les dit tant. Oh, vas-y, Mathieu. Vas-y. Ouais, non, rapidement, il y a un élément qui a été mentionné. Il y a des fossés qui se créent. Puis moi, ma crainte dans une mesure gouvernementale qui toucherait le milieu scolaire, c'est est-ce que ça n'augmenterait pas encore une fois les fossés qui existent entre des écoles, par exemple, entre le secteur privé et le secteur public? Parce qu'il y a quand même déjà un fossé qui est important. Puis si, par exemple, les élèves qui sont dans le système privé, par exemple, puis je démonise absolument pas le système privé, Mira, elle sait mon amour pour son travail, mais est-ce que ça ne créerait pas un pan de la société qui est habile, qui est conscientisé, qui sait très bien se servir et mettre à profit ces outils-là, et un autre pan de la société qui a subi une sorte de prohibition des outils numériques et qui est totalement désœuvré face à ces outils qui peuvent, je le mentionne, simplifier, améliorer, nous rendre plus fonctionnels et sensibiliser à des enjeux de société, puisque ça reste un enjeu de société hyper important. Et nous préparer au marché du travail. Imagine-tu la cohorte de jeunes qui sortent de milieux dans lesquels on a coupé, en tout cas, une certaine partie numérique, on a voulu mettre la hache là-dedans versus, comme tu disais, puis je veux dire, je suis dans ce secteur-là, dans les écoles privées, où on a quand même une réflexion qui est avancée, je pense, sur qu'est-ce qu'on veut que les élèves aient appris. Ma directrice est contente que je nomme les profils de sortie. Mais c'est ça, tu sais, on réfléchit là à qu'est-ce qu'on veut que les élèves apprennent par rapport au numérique, qui vont sortir sur le marché du travail puis qui vont être outillés. La seule comparative que j'ai en tête, c'est l'anglais. C'est-à-dire, un élève qui sort parfaitement bilingue, là, on va se dire, là, il y a comme une petite longueur d'avance quand même sur le marché du travail. Là. Puis au-delà du marché du travail, ça va être un citoyen de la vie du numérique. Ouais. Et non seulement ça, tu sais, je veux dire, on le sait, là, toutes les tromperies qui existent en ligne, bien ça, c'est des compétences. Tu sais, les fraudes, puis là, c'est renouveler sans cesse les nouvelles techniques pour être attrapé dans ces affaires-là. Bien ça, c'est des choses que tu peux éviter, contourner quand tu as des compétences, quand tu as des apprentissages. Mais si, justement, là, tu es défavorisé, tu as plus de chances de te faire attraper. Puis on le sait, en plus, que ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont ciblées par ces groupes de criminels-là. Là. Fait que, Tout à fait. Puis là, je reviens à notre point de départ de ce bloc-là. C'est les rapports, le rapport de l'INSPQ, puis qui ont fait une bonne job. Là. Je suis sûr qu'ils étaient de bonne foi qui ont fait ça aussi. Là. On n'a pas d'études qui nous démontrent qu'il n'y a pas d'effet positif du numérique. Parce que quand on évalue le numérique, moi, ce que je vois dans les méta-analyses, on met tout ensemble. Hein, on met le prof qui utilise un TNI, celui qui fait des PowerPoint, retranscrire des notes manuscrites dans le même paquet que d'utiliser Minecraft, créer sur Canva, puis faire de la recherche, faire de la robotique, faire de la programmation. On met tout ça ensemble, puis on fait comme finalement, ça ne donne pas grand-chose. Mais c'est sûr, on perd l'essence de ce qu'on fait, alors que c'est plate, là, mais on va l'avouer. Tous les jours dans nos classes, on voit des élèves qui progressent et qui développent des compétences, oui, dans leur matière, mais aussi des compétences connexes, des compétences du 21e siècle, là, OK, dans leur personnalité à tous les jours. Malheureusement, on n'a pas de preuve pour ça parce qu'on n'investit pas là-dedans, malheureusement. Puis on ne considère pas non plus, Sylvain, dans les recherches, les compétences des profs. On n'est pas tous à l'aise de la même façon avec la technologie parce que ça arrive tellement vite. On n'est pas tous aussi ouverts. C'est pas tout le monde qui a le même niveau de compétences de formation. Alors que, tu sais, on a quand même un niveau de compétences semblable quand on se... au niveau en français et tout ça, là, quand on se compare à nos collègues, là, on est tous à l'université puis on a eu des cours pas mal semblables. On a un niveau de compétences pas mal égal. Mais au niveau du numérique, là, c'est très varié. Puis ça non plus, dans les recherches, on n'en tient pas compte. Là. Je veux dire, sous quel niveau, comme moi, je pense à l'échelle SAMR, ben, tu l'utilises de quelle façon, le numérique? Tu te contentes juste de faire transcrire ton texte mettons, dans Word ou tu fais plus, justement. Là. Mais ça dépend aussi du prof. Là.
Ça, je vais plaider coupable, là. Tu sais, quand on lance du numérique, on lance du 1 pour 1, moi, j'ai eu des programmes sur iPad, et là, on fait comme, on va rentabiliser le numérique. On va y aller au tout numérique, hein. Puis c'est là qu'on fait des choses qui n'ont pas de bon sens, là. Tu sais, moi, je l'ai fait faire prendre des notes de cours aux élèves sur un iPad. Tu sais, les élèves, ils ont une calligraphie d'élèves de secondaire 1, puis ils essaient d'écrire avec un stylet qui n'est même pas un Apple Pencil, excusez pour la pub. C'est l'enfer. Je veux dire, je l'ai essayé, puis bien entendu que j'ai reviré de bord, puis j'ai arrêté tout ça. On s'en rend compte. Fait que toutes les activités de substitution, ça n'a pas de valeur ajoutée. Puis on a assez déjà de retours, puis on a assez d'expérience, je pense, en tant que communauté apprenante, communauté éducative au Québec, pour être capable de dire ces activités-là, non, elles n'ont pas de valeur ajoutée et non, ce n'est pas là-dessus qu'il faudrait miser. Puis on est mieux de faire du papier-crayon sur ces activités-là, justement pour limiter le temps d'écran superflu pour nos jeunes. Puis là, en passant, on est clairement dans le thème numéro 4. On parlait de compétences numériques. On est rentré, ça coule super bien, gang. Là. Vous êtes super là-dessus. On est dans les compétences numériques. Mathieu, j'aurais envie de te lancer la balle là-dessus. Est-ce que la compétence numérique, c'est une responsabilité de l'école? Ben, en fait, ça l'est devenu. Parce que, veux pas, les programmes sont en train d'être modifiés. En fait, plusieurs des programmes ministériels sont en train de modifier pour intégrer de façon, je crois, plus pertinente et efficace certaines des composantes de la compétence numérique et on les lie à certaines matières. Donc, en sachant cette réalité, en sachant qu'on va tenter de faire des liens vraiment plus réfléchis, plus directs entre le PFEQ et certaines composantes de la compétence numérique, mais ça va le devenir. Ça devient, dès le lancement de cette compétence numérique, une responsabilité de l'école, évidemment. Cependant, comme parent, je pense que j'ai un rôle à faire, j'ai un rôle à jouer. Il n'y a aucune... Comment dire? Il n'y a aucun bénéfice à laisser l'école 100% gérer ça. Et s'il y a des avantages à ce que l'école le développe, ben, comme parent, notre rôle, c'est de ne pas scraper ce que l'école a fait. Si l'enfant apprend une bonne utilisation du numérique à l'école, apprend à collaborer à l'aide du numérique, apprend à créer à l'aide du numérique, comprend à prendre des notes, à organiser sa pensée à l'aide du numérique. Si en arrivant à la maison, il passe 2 heures sur Netflix, puis qu'il texte ses amis jusqu'à 3 heures du matin, il y a un surplus d'écran, il y a des conséquences néfastes sur le développement de l'enfant ou de l'adolescent. On est un peu en train de jouer sur les deux tableaux. Il y a du plus d'un bord, il y a du moins de l'autre. Donc, c'est une responsabilité partagée, mais évidemment que l'école, à chaque moment où la société évolue, l'école a un rôle à faire et l'école est de moins en moins un carcan traditionnel avec un cadre qui est hyper rigoureux et l'école devient de plus en plus malléable et malléable à la société et malléable aux adolescents, aux enfants qui la fréquentent. Donc, pour cette raison-là, je pense que l'école a un rôle à jouer, mais l'école est aussi à la merci du gouvernement, du gouvernement qui dirige en fonction de sa population. Donc, en quelque sorte, les orientations ministérielles vont nous amener à le faire. Bien évidemment, mais comme enseignant, je suis quand même content d'être un acteur qui va justement aider mes élèves à en faire une bonne utilisation et à être conscientisés face au numérique. Là, moi, je prends les mains levées. Là. Nelly, je m'en viens. Je vais passer par Marie-Hélène. Mais avant, Mathieu, je m'en voudrais de ne pas mentionner. Dans notre recherche, on a ressorti un magazine de l'École branchée, une édition spéciale qui s'appelait Coéduquer à l'ère du numérique. De mémoire, c'était Stéphanie Dionne qui avait l'idée toutes ces choses-là. On va vous mettre le lien lorsque le balado va sortir sur Spotify et les plateformes de balado. Là, on va vous mettre le lien vers ces ressources-là. C'était vraiment super intéressant. Fait que je vous le mentionne. Ce qui est bon à savoir aussi pour ceux qui écoutent, c'est que c'est un téléchargement qui est gratuit. Donc, ce magazine-là, il est disponible pour les parents, le Coéduquer à l'ère du numérique. C'était super intéressant. Il y a des belles capsules aussi sur le site à écouter. Ça donne d'excellents points de départ, disons, pour les discussions à la maison. Yes. Marie-Hélène. Bien, en fait, moi, j'allais dans le même sens que Mathieu. Je pense que le numérique, c'est un peu comme le sport. C'est une affaire de société. C'est l'affaire de tout le monde. Dans le sens que
je pourrais m'appuyer juste sur l'école pour que mon enfant apprenne à faire du sport, développe des compétences sportives. Ben, il risque d'avoir la base, tu sais. Mais par contre, si comme parent, je mets du mien à la maison puis je valorise le sport, j'inscris mon enfant à des cours de soccer, de baseball, whatever. Déjà, je permets à mon enfant de développer davantage de compétences. Le gouvernement investit dans le sport pour le rendre plus accessible à la population. Ça permet encore une fois de venir éduquer, puis de venir ancrer tout ça de façon saine dans les habitudes de vie des enfants. Je pense que le numérique, c'est la même affaire. On a une partie de la job qui est à faire à l'école, mais il y a une partie qui appartient aux familles aussi, puis il y a une partie qui appartient aussi à la société. Mais c'est une job d'équipe, là, tout ça. Là. C'est ni juste à nous, ni juste à un, ni juste à l'autre. Là. C'est vraiment... c'est une job d'équipe. Puis quand Nelly a dit qu'il faut que ça commence jeune, moi, je suis 100% d'accord avec elle, là, parce que ça prend une place importante dans notre vie. Puis il faut les préparer à tout ça. Puis ça change tellement vite aussi. Fait que c'est important de travailler là-dessus. Puis notre compétence numérique, là, est là pour ça. Là. Tu sais, la première composante, c'est ça. Fait que, voilà. Ben, moi, mon avis sur la question, là, c'est que les apprentissages numériques, c'est une responsabilité sociétale, mais comment pourrais-je dire? C'est parce qu'on a un enjeu de société qui fait que le numérique prend beaucoup de place. C'est un outil très présent. Puis toutes les générations auraient besoin d'accompagnement en littératie numérique actuellement. OK? Puis c'est ce qui fait que l'école se ramasse un peu pognée avec un bout difficile à prendre parce que tu as des parents qui n'ont pas de ressources, qui ne savent pas comment collaborer à ça. Et je dirais même, moi, en tout cas, dans ma vision d'un futur où est-ce qu'il y a des citoyens numériques, il y aurait un accès à une espèce d'école en perpétuelle pour les adultes, pour les personnes âgées, parce qu'il y a des choses, puis je dirais même pas juste pour le numérique, il y a des choses qui changent dans la vie, ça peut être pertinent de revoir certains moments, là, mais pour le numérique particulièrement, parce que en ce moment, même les parents, c'est pas juste d'accompagner et d'encadrer le jeune, c'est de donner l'exemple. Là, c'est souvent très problématique, cette affaire-là, je vous le dis tout de suite, là, parce que les parents eux-mêmes n'ont pas appris à gérer leur système de récompense par rapport au numérique. Ils sont pognés dans les tablettes de chocolat à la caisse, puis ils n'ont pas eu le temps de se gérer par rapport à ça. Fait que ils ne donnent pas l'exemple non plus. On n'a pas repensé comment l'espace que prennent les appareils, la présence du numérique dans nos maisons, dans nos vacances, dans nos interactions entre nous, dans nos routines familiales, etc. Puis tout ça, c'est comme une grosse charge là, de tout repenser ces choses-là d'un seul coup. Alors, c'est pour ça que, pour moi, l'apprentissage du numérique, oui, l'école a un rôle à jouer, mais tout a un rôle à jouer. Tout ce qui fait partie du monde a un rôle à jouer par rapport à ça. Puis ça ne peut pas être pelleté à 100% dans la cour des enseignants. Et les enseignants n'y arriveront pas s'il n'y a pas des bouts qui sont patchés ailleurs, comme entre autres d'avoir un petit peu plus d'offres d'accompagnement, de formation ou de peu importe, là, pour les personnes un petit peu plus âgées, là, qui sont les parents en l'occurrence, mais aussi les grands-parents, etc. Le communautaire, ça serait une fichue belle porte d'entrée pour ça. Eux autres aussi pourraient venir mettre main à la pâte puis ils seraient capables d'offrir des services vraiment intéressants pour la population. Là. Puis, quand on dit que c'est pas toutes les familles aussi qui ont accès puis qui ont développé les mêmes choses, là, le communautaire, il y aurait de quoi d'intéressant à faire avec ça, là. C'est juste qu'il est pris avec des enjeux puis des incendies qui n'ont pas de bon sens, je te dirais, actuellement, le communautaire, parce qu'on le sait, là, c'est difficile, là, avoir accès à des besoins fondamentaux de base, là. Mais effectivement, tu sais, les maisons de la famille, en tout cas, il y a plein d'organismes qui sont vraiment, tu sais, dans les milieux de vie, puis que ça permettrait justement d'offrir toutes sortes de possibilités. Mais bon, tout ça, ben, c'est des décisions sociétales. Fait que, tu sais, ça va être, est-ce que nos élus vont avoir cette vision-là? Moi, à la place de me faire dire on va tout interdire, moi, j'aimerais plutôt entendre on va investir pour de la littératie numérique, tu sais. Puis voici qu'est-ce qu'on va mettre en place pour accompagner, pour former, pour offrir, et non pas pour interdire, tu sais. Mira, tu avais quelque chose à rajouter, je pense. Ben, moi, j'aimerais ça qu'on termine ça. Pour qu'on termine, je ne suis pas en train de On arrive à la fin. mais je sens que ça s'en vient. Et il y a deux trucs concrets, je pense, qui doivent être absolument faits, mis de l'avant dans les écoles si on veut que ce dossier-là avance bien et qu'on puisse donner justement cette chance-là d'équilibrer tout ce qu'on a finalement à nos élèves, peu importe le milieu dans lequel ils se trouvent.
la première des choses, on a eu un superbe document, le plan de la compétence numérique qui est sorti il y a quelques années, qui, on a dit le mot tabletté quelques fois, là, malheureusement, c'est pas ressorti tant que ça, puis pourtant, c'est ultra riche, ce document-là, au niveau de la compétence, au niveau de comment ça peut être accompagné, justement, comment ça peut être fait dans l'école. Il y a beaucoup de belles réflexions à travers ça, beaucoup d'éthique qui ressort. Donc, je pense que chaque école devrait se doter d'un plan de développement des habiletés numériques dans son milieu. Un, pour favoriser l'unification de tout ça à travers les profs, donc pour éviter justement qu'il y ait, ben là, en deuxième année, une telle est super craquée, genre, puis elle fait plein d'affaires avec ses élèves, puis l'autre, ben, est super pas à l'aise, puis elle fait rien. Fait que c'est sûr que ça crée des méga marches, puis à un moment donné, c'est trop dur à rattraper. D'une autre part, ben, justement, pour clarifier avec la famille, tu sais, t'envoies ton enfant à une école, moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi qu'il va développer comme compétence? Il va-tu l'utiliser, le numérique? Comment il va l'utiliser, le numérique? Tu sais, tout comme en français, en maths, je sais un peu où est-ce qu'il s'en va, ben, je veux savoir aussi au niveau numérique, qu'est-ce qu'il va être en mesure de faire. Tu sais, je parlais de profil de sortie tout à l'heure. C'est ça qu'on doit clarifier. Tu sais, où est-ce qu'on veut que les enfants soient rendus à la fin du primaire, à la fin du secondaire? Qu'est-ce qu'ils devraient pouvoir maîtriser? On avait un épisode super pertinent avec... ah non! J'ai plein de mémoire. Aide-moi, Sylvain. On avait parlé justement de ces changements-là entre les primaires, secondaire. Les transitions. Oui. Avec? Avec Sophie Bernabé. Merci. Donc, puis on le voit que quand ça, c'est pas bien établi, ben ça crée des super clashs quand les élèves ou, tu sais, peu importe, arrivent dans un autre espace d'apprentissage, puis que finalement, sont incapables d'utiliser leurs outils comme il faut. Donc, il faut se doter de profils de sortie qui sont clairs, qui soient le plus possible semblables d'école en école, mais qui peuvent quand même se définir par où est-ce que l'école se situe, puis que ça soit plus collé à la réalité aussi du milieu. Donner un statut pédagogique explicite aux outils qui sont utilisés. Je pense que ça, c'est pas suffisamment fait, mais clairement identifier, OK, tel outil, voici à quoi ça peut nous servir, puis en passant, les familles, voici ce que je fais en classe, voici comment j'utilise cet outil, voici comment vous pouvez l'utiliser, puis qu'on soit tout le monde, pas une belle grande famille qui se tient par la main et que tout le monde s'aime. On n'est pas dans un monde avec un ours. Je comprends que parfois, ça peut créer des clashs entre l'école et la famille, mais plus on est clair par rapport à nos attentes, à la façon dont c'est fait en classe, à la façon dont on l'utilise, ben, je pense que plus c'est facile pour les familles d'embarquer là-dedans puis de ne pas s'emmurer dans leur peur puis leur méconnaissance de la situation, des problématiques que ça peut engendrer. Mais bien justement d'ouvrir la porte puis d'en discuter avec nous au besoin. Tu sais, moi, j'utilise un portfolio numérique en classe, j'envoie des vidéos à mes parents pour leur expliquer ce qu'on a fait, puis comment qu'on l'a fait cette semaine, puis tel outil, ça, c'est super le fun, tu sais. Mais je parle avec mes élèves aussi des fonctions exécutives, puis je leur parle de leur cerveau, puis je leur parle de c'est quoi l'effet sur ta tête quand tu regardes trop d'écran, puis tu le regardes même avant d'aller te coucher, qu'est-ce que ça peut faire? Toi, tes apprentissages de la journée, tu as travaillé fort pour les avoir. Ça te tente-tu que ce soit tout flush à la poubelle, ça? Ou bien, tu as le temps de bien dormir puis d'être efficace après? Tu sais, tout est dans tout. Là. On a parlé tout à l'heure du rapport à leur savoir. Ben, c'est là-dedans qu'on doit les amener aussi. Leur rapport à leur savoir, c'est pas juste par rapport aux outils, mais c'est par rapport à comment tu vas t'en servir puis qu'est-ce que ça va donner sur tes apprentissages. Puis, tu peux pas passer par là sans parler de comment on fait attention justement à cette utilisation-là. Mais pour ça, ben, je pense qu'il ne faut justement pas se mettre la tête dans le sable, il faut pouvoir en parler, être ouvert, puis comme école, ben, ça peut être aussi d'offrir des conférences, ça peut être juste d'avoir une bonne transparence de communication avec les parents, puis montrer les bons coups qui sont faits dans l'école, puis comment on utilise ces outils-là, pas juste de vouloir flasher en envoyant des photos sur Facebook, puis dire « Hey, on a fait ça! » OK, oui, mais encore. Mais je vais prendre ce que tu m'as dit, puis il faut quand même aussi, puis là, je vais y aller dans le côté nuancé, il faut aussi être capable de se questionner sur qu'est-ce qu'on en fait comme usage du numérique dans les écoles, à savoir quand est-ce que ça devient de l'occupationnel, quand est-ce que ça devient du jeu, qu'est-ce qu'on peut faire dans nos écoles pour justement pas aller dans la surenchère numérique, dans l'occupationnel, parce qu'on sait que nos jeunes ils en font beaucoup, beaucoup à la maison. Puis moi, ce qui me questionne, pour moi, c'est pas grave que ma fille passe du temps devant YouTube. Ce qui me questionne toujours, c'est qu'est-ce qu'elle ne fait pas lorsqu'elle est sur YouTube. Fait que si j'envoie ma fille, par exemple, qui est en maternelle, puis que sur l'heure du dîner, il écoute une vidéo YouTube, ben, ça me questionne parce qu'elle n'est pas en train de socialiser.
Fait que moi, c'est plus ça que je me questionne. Fait qu'on a quand même des réflexions à avoir dans le domaine de l'éducation par rapport à Je suis ça. d'accord. Mais la panique là, sur le Titanic, c'est pas nécessaire. On est capable de se parler puis d'avoir des réflexions en profondeur. Je pense qu'on est pas mal rendu à se dire qu'on a fait pas mal le tour. Nelly, je vais te laisser le mot de la fin, OK? Mais avant de te laisser le mot de la fin, j'ai décrété de façon aucunement démocratique que j'inventais quelque chose qui existe déjà ailleurs et qui s'appelle la carte chouchou. Alors, Nelly, je te remets une carte chouchou. Ça veut dire que n'importe quand, tu peux t'inviter dans nos enregistrements sans le dire d'avance. Hey, je viendrai à soir, puis tu viens quand tu veux. C'est bon? Ah oui, my God, Hein? j'en suis ravie. Parfait. Tu vas Et par nous rapport gosser à... quelque chose sur Canva avec ça, Sylvain, Ah là, oui, je mais vais qu'elle ait sa en vraie publier avec carte. la carte. Oui, parce que je vais pouvoir la poster dans mes réseaux sociaux. Faire Voilà. connaître votre podcast au monde qui ne vous connaîtrait pas. Yeah! Merci beaucoup. Hey Nelly, fait qu'on revient à notre question du départ. Le temps d'écran, est-ce que c'est un enjeu légitime? Non. Le temps d'écran n'est pas un enjeu légitime. Ce qui est légitime, c'est de se questionner sur tout ce qui doit se passer dans l'univers du jeune. Est-ce qu'il fait assez d'activité physique? Sa socialisation, ça va-t-il bien? Son estime de soi, etc. Puis on fait le tour de ça. Si tout va bien, puis que, je veux dire, qu'il se développe bien et positivement, ben ça n'a pas rapport de lui dire tant d'écran, pas tant d'écran dans ses activités. Parce que c'est possible qu'il soit stimulé avec le temps d'écran pour accomplir tout ce qui fait partie de ses besoins fondamentaux puis de son développement normal. Puis je terminerai en disant qu'au-delà de tout ça, ben, intéressez-vous à ce que les jeunes font. Même les enseignants, j'ai fait des interventions dans les écoles des fois, puis ils ont une idée de ce que leurs jeunes font, puis de leur rapport au numérique. Des fois, j'ai lancé des conversations, puis ils se rendaient compte que, oh my God, OK, c'est pas ça qu'ils font avec leur numérique. À un moment donné, dans une école de primaire, j'avais demandé à des jeunes, OK, levez la main, ceux qui, raison la plus importante, la première raison pourquoi ils vont en ligne dans la journée, c'est pour faire des choses avec leurs amis. Ben, ils ont tous levé la main. Alors que dans l'esprit des enseignants, ils se divertissaient tout seuls en jeux vidéo. Je suis comme, non, non, ils socialisent. C'est ça qu'ils font. Fait que bref, intéressez-vous, posez-leur la question, lancez des conversations. Il n'y en a jamais trop des conversations sur le sujet. Puis pour vrai, si vous n'avez pas une approche biaisée, négative à prime abord, hein, parce que si vous vous posez la question, genre, bon, c'est quoi les affaires plates et niaiseuses que tu fais en ligne? Il ne faut pas saboter la conversation. Fait que si vous avez un intérêt véritable et une ouverture d'esprit, ben, je pense que vous allez vraiment nourrir la relation que vous avez avec vos jeunes étudiants si vous êtes enseignants et enfants si vous êtes parents. Et marraines et filleuls pour le reste. Parce qu'on en a tous dans nos vies. Yes! Hey, merci beaucoup. Puis moi, ce que je ressors aussi de positif, c'est que dans les discussions puis les commentaires qu'on a eus, c'est que j'ai revu beaucoup de commentaires qui disent on est dû pour avoir une discussion plus globale en éducation, fait qu'on ne dira pas états généraux, mais on va le penser très fort par rapport au numérique, mais aussi à tout ce qu'on doit faire avec nos jeunes pour les amener à être des adultes épanouis, équilibrés, etc. Marie-Hélène, une invitation pour nos auditeurs. Oui, bien la gang, moi, je vous invite à revoir nos balados qui sont sur nos plateformes de partage, mais aussi à venir consulter nos collègues de balado pédago. Donc, je pense au camp pédagogue avec Frédéric, je pense à Inspire Leadership, à Tout le monde est un leader, à la geek de service, là, j'en La oublie-tu? pédagogie du cœur, mon La DP pédagogie continue. du cœur, Et là, oui! profites-en parce que là, il va en avoir tellement beaucoup prochainement qu'on ne pourra pas tous les nommer. Fait que là, c'est la dernière fois qu'on le faisait. Ben, je vous le dis parce que moi, là, j'arrive pas à suivre, je suis en retard dans les balados avec tous les lives qu'on a fait à la COP, c'est débile, je suis en retard dans mes écoutes. Hey, Marie-Hélène, Mira, Nelly, merci beaucoup. Donc, Marie-Hélène, merci d'avoir été avec nous. Je te renvoie en arrière-plan, mon ami. Bonne soirée. On remercie aussi Mathieu qui a dû nous quitter pour des obligations familiales. Donc, merci Mathieu d'avoir été là. On t'aime pareil, même si tu as quitté. Mira, merci d'avoir été là. Toujours super Merci tout le pertinent. monde d'avoir été là aussi. C'était Merci, super. mon ami. Nelly,
ta carte chouchou, je te l'envoie, je ne sais pas comment, mais je te la pose dans les prochains jours. Ça va me faire plaisir. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir invité et pour la carte chouchou. Yes. Et à vous, je vous dis merci d'avoir été là et on se revoit dans un prochain épisode d'Intention pédago numérique.